en 1942, alors que les chasseurs allemands dominaient le ciel d'Europe, un ingénieur américain, recalé par l'armée de l'air à cause de problèmes de vue, créa l'impossible, un chasseur qui non seulement égalait les redoutés Messerschmitt et Focke-Wulf, mais les surpassait presque sur tous les plans. Les pilotes allemands l'appelaient « la bête américaine ». Les Alliés l'appelaient leur sauveur. Voici l'histoire de Clarence Kelly Johnson et du P-38 Lightning, l'avion bimoteur qui a défié toutes les règles et changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Clarence Leonard Johnson naquit en 1910 à Ishpeming, dans le Michigan, une petite ville minière et au cœur de la péninsule supérieure de l'État. Il était le 7e de 9 enfants dans une famille d'immigrés suédois, employés dans les mines de fer. La vie était dure, l'argent rare, et son avenir semblait tracé, travaillait à la mine, comme son père et ses frères aînés. Mais Clarence était différent. Très tôt, il fut obsédé par la manière dont les choses fonctionnent. Il démontait des horloges, construisait des voitures à partir de pièces de récupération et passait des heures à observer le vol des oiseaux. La façon dont ils contrôlèrent leur vol, ajustant ailes et queues au millimètre, le fascinait profondément. Il remplissait des cahiers de croquis de machines volantes imaginaires. À 13 ans, il vécut une expérience qui changea sa vie. Un aviateur itinérant arriva en ville avec un biplan proposant des vols payants. La plupart y voyaient une nouveauté dangereuse, mais Clarence économisa chaque centime jusqu'à pouvoir s'offrir un vol de 15 minutes. Quand l'avion décolla et qu'il vit sa ville rapetisser au-dessous de lui, quelque chose se déclencha en lui. Il sut exactement ce qu'il voulait faire du reste de sa vie. Le problème, c'est que les garçons de familles modestes, des villes minières, ne devenaient pas ingénieurs aéronautiques, pas d'argent pour l'université, pas de réseau, ni d'opportunités. Mais Clarence possédait quelque chose de plus précieux que l'argent, une détermination farouche et un esprit exceptionnel pour les mathématiques et la physique. À l'école, il dévorait tous les livres de sciences disponibles. Les enseignants remarquèrent son talent hors norme et l'encouragèrent. L'un d'eux lui prêta des manuels d'ingénierie que Clarence lisait à la lueur d'une bougie, après de longues journées passées à aider sa famille. Il ne se contentait pas de lire, il mémorisait les équations, résolvait mentalement des problèmes complexes et visualisait les forces aérodynamiques en 3 dimensions. Ses camarades commencèrent à l'appeler Kelly, après qu'il se fut battu pour défendre une fille harcelée. Le surnom resta, et Clarence s'appela Kelly Johnson pour le reste de sa vie. Le nom sonnait plus américain, plus assuré, plus adapté à quelqu'un qui projetait d'accomplir l'impossible. Au moment de choisir l'université, la famille Johnson n'avait aucune ressource. Mais Kelly avait accumulé des notes parfaites et impressionné tous ses professeurs. Il obtint une bourse partielle pour l'Université du Michigan, qu'il compléta par des emplois de nuit dans la restauration et les ateliers de réparation automobile. Il dormait 4 heures par nuit, étudiait avec obsession et trouvait encore le temps de construire des maquettes d'avions qu'il testait dans des souffleries de fortune. Les professeurs comprirent rapidement que Kelly n'était pas un étudiant ordinaire, là où ses camarades peinaient sur des équations, lui était déjà 3 coups d'avance, visualisant des solutions complètes dans son esprit. Il n'apprenait pas seulement l'aéronautique, il la réinventait. Durant ses années d'université, Kelly formula une philosophie qui le guiderait toute sa carrière. La simplicité, c'est l'efficacité. Les meilleurs designs ne sont pas les plus complexes, mais ceux qui atteignent la performance maximale avec un minimum de complications. C'était une idée révolutionnaire, à une époque où les ingénieurs avaient tendance
à surcomplexifier les conceptions. Mais Kelly faisait face à un problème qui menaçait de briser ses rêves avant même qu'ils ne commencent. Kelly Johnson fut diplômé en 1932, en pleine Grande Dépression. L'économie américaine s'effondrait, des usines fermaient, des millions de personnes étaient au chômage, et les postes pour jeunes ingénieurs fraîchement diplômés étaient quasiment inexistants. Mais Kelly avait un rêve précis: rejoindre l'United States Army Air Corps comme pilote d'essai et ingénieur. Il se présenta au recrutement avec confiance, muni de son diplôme avec mention et de lettres de recommandation élogieuses de ses professeurs. Les premiers tests physiques se passèrent de bien. Kelly était en excellente forme. Les tests d'aptitude mentale furent exceptionnels. Il obtint le score le plus élevé. Il semblait que son rêve était sur le point de se réaliser. Puis vint l'examen de la vue. Kelly souffrait depuis l'enfance d'une myopie modérée qu'il avait appris à compenser si efficacement qu'elle affectait rarement sa vie quotidienne. Mais les normes militaires étaient inflexibles. Les pilotes devaient avoir une vision parfaite, aucune exception. Le médecin militaire le regarda avec compassion et prononça les mots qui brisèrent Kelly, rejeté pour déficience visuelle. Kelly tenta de plaider sa cause. Il pouvait porter des lunettes, sa vue n'était pas si mauvaise. Il possédait des capacités de compensation, et il comprenait mieux l'aérodynamique que n'importe quel autre candidat. Rien n'y fit. Les règles étaient absolues. Il fut définitivement disqualifié pour voler dans l'armée de l'air. Ce refus fut un coup dévastateur. Kelly avait bâti toute sa vie autour de cet objectif. Il avait sacrifié des années, travaillé jusqu'à l'épuisement, surmonté d'immenses obstacles, et tout cela était annulé par quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Beaucoup auraient abandonné, choisi une autre carrière, renoncé à l'aviation. Kelly Johnson fit exactement l'inverse. S'il ne pouvait pas piloter les avions, alors il construirait les meilleurs que le monde ait jamais vus. Si l'armée de l'air ne voulait pas de lui, comme pilote, il deviendrait un ingénieur si indispensable qu'elle le supplierait pour ses contributions. Le rejet ne le détruisit pas, il le transforma. En 1933, il décrocha un emploi chez Lockheed Aircraft Corporation à Burbank, en Californie. Ce n'était qu'un poste subalterne, consistant à effectuer des travaux techniques de base, mais Kelly y vit sa porte d'entrée. Il travailla plus d'heures que quiconque se porta volontaire pour les projets les plus difficiles et livra sans cesse des solutions brillantes à des problèmes qui déconcertaient les ingénieurs chevronnés. Sa première contribution majeure survint quelques mois à peine après son embauche. Lockheed développait l'Electra, un avion de transport bimoteur. Lors des essais en soufflerie, l'appareil montrait une inquiétante instabilité dans certaines conditions. Les ingénieurs expérimentés étaient perplexes. Kelly, le débutant, étudia le problème obsessionnellement sur son temps libre. Il identifia la cause, l'interaction entre les deux empennages, et le flux d'air des moteurs à des angles spécifiques. Sa solution fut d'une élégante simplicité. Il redessina l'angle et la position des surfaces de queue. Les ingénieurs seniors restèrent sceptiques. Comment un jeune diplômé pouvait-il voir ce qu'eux n'avaient pas vu? Mais les tests confirmèrent que Kelly avait entièrement raison. Cet instant établit sa réputation. Kelly Johnson n'était pas seulement compétent, il possédait une compréhension intuitive de l'aérodynamique qui dépassait les équations et la théorie. Il pouvait visualiser le flux d'air, anticiper les comportements complexes et concevoir des solutions que les autres ne pouvaient même pas imaginer. Mais son plus grand défi restait à venir. Et quand il se présenta, Kelly allait créer quelque chose qui changerait à jamais la guerre aérienne. En janvier 1937,
l'United States Army Air Corps publia un cahier des charges apparemment impossible. Elle voulait un chasseur-intercepteur à haute altitude, capable d'atteindre plus de 360 miles à l'heure à 20 000 pieds. Pour situer les chasseurs les plus rapides de l'époque, dépassaient à peine les 300 miles à l'heure au niveau de la mer. Et les exigences ne s'arrêtaient pas là. L'avion devait atteindre 20 000 pieds en 6 minutes, être lourdement armé, disposer d'une grande autonomie et rester stable et contrôlable dans toutes les conditions de vol. Les constructeurs aéronautiques du pays secouèrent la tête. C'était techniquement impossible avec les technologies disponibles. Kelly Johnson, âgé de 27 ans, est déjà reconnu comme l'un des ingénieurs les plus brillants de Lockheed, vit les choses autrement. Il ne voyait pas des impossibilités, mais un puzzle fascinant à résoudre. Et il eut une idée radicale qui allait à l'encontre de toutes les conventions de conception de chasseurs de l'époque. La sagesse commune voulait qu'un chasseur ait un seul moteur puissant monté à l'avant, tirant l'avion. Tous les chasseurs étaient construits ainsi. Mais Kelly en percevait les limites. Un moteur unique, assez grand, pour atteindre la vitesse requise serait extrêmement lourd, nécessitant une structure plus solide, donc plus lourde, ce qui réduirait les performances de monter un cercle vicieux. La solution de Kelly était contre-intuitive, utiliser 2 moteurs plus petits au lieu d'un gros, mais non pas monté à l'avant, cela aurait créé trop de traînées. Il les placerait dans des nacelles profilées sur les ailes, chacune avec son hélice. Le fuselage central serait une nacelle fine et aérodynamique, abritant le pilote et l'armement. Une double dérive relierait le tout. Quand Kelly présenta ses premières esquisses à la direction de Lockheed, la réaction fut sceptique, un chasseur bimoteur. Cela n'avait jamais été fait. Ce serait trop lourd. Coordonner 2 moteurs serait trop complexe. Et que se passerait-il si l'un d'eux tombait en panne? Les objections étaient nombreuses. Kelly y répondit une par une, méthodiquement. 2 petits moteurs combinés pèseraient moins qu'un seul gros moteur de puissance équivalente. La configuration avec moteur monté sur les ailes libérait le fuselage central, lui permettant d'être extrêmement aérodynamique et de réduire la traînée. Si un moteur venait à tomber en panne, l'autre fournirait suffisamment de puissance pour permettre le retour à la base en sécurité. La double dérive offrirait une stabilité supérieure et un meilleur contrôle. Il passa des semaines à effectuer des calculs complexes, prouvant mathématiquement que son concept radical ne se contenterait pas de répondre aux spécifications de l'armée, il les dépasserait largement. Il construisit des maquettes et les testa en soufflerie, affinant chaque surface et chaque angle. Les données ne mentèrent pas, le concept de Kelly était techniquement solide. Lockheed décida de tenter le pari. On donna à Kelly l'autorisation de développer un prototype complet basé sur sa conception révolutionnaire. Il disposait de moins d'1 an pour transformer l'idée en réalité. La pression était immense s'il échouait sa carrière, et peut-être même Lockheed pouvait en être ruiné. S'il réussissait, il changerait à jamais l'histoire de l'aviation. Kelly rassembla une petite équipe d'ingénieurs et de techniciens tout aussi brillants. Ils travaillèrent 12 à 14 heures par jour à résoudre des problèmes techniques sans précédent. Chaque jour apportait son lot de défis, et Kelly était déterminé à les surmonter tous. Le premier prototype de ce qui allait s'appeler le P-38 Lightning prit forme dans le hangar Lockheed de Burbank à l'été 1938. C'était un appareil comme on n'en avait jamais vu. Le fuselage central était mince et profilé presque comme une torpille ailée. Les nacelles moteurs ressemblaient
à des capsules aérodynamiques parfaites. La double dérive donnait à l'avion une apparence presque extraterrestre. Kelly supervisait personnellement chaque étape de la construction. Il ne se contentait pas de dessiner, il travaillait sur le plancher de l'usine, aux côtés des mécaniciens et des techniciens. Quand une pièce ne s'ajustait pas parfaitement, Kelly prenait les outils en main pour corriger et ajuster. Il savait que les grands designs ne sont pas que des théories sur papier, ils sont faits d'une multitude de petits détails exécutés à la perfection. L'un des défis les plus critiques fut le système de refroidissement. Les deux moteurs, Allison V1110, de Milbois 150 chevaux, chacun produisait une chaleur considérable. Installés dans les ailes éloignées du flux d'air direct de l'avant, leur refroidissement posait problème. Kelly conçut un système innovant de radiateurs montés à l'arrière des nacelles moteurs, utilisant ingénieusement le flux d'air pour refroidir à la fois l'huile et le liquide de refroidissement. Un autre défi concernait l'armement. Kelly décida de concentrer toutes les armes dans la partie avant du fuselage central. Cela supprimait la nécessité d'une synchronisation des tirs avec les hélices. Les canons pouvaient tirer droit, devant sans risque de toucher leur propre pale. Cette concentration du feu sur un seul point créait une puissance destructrice colossale, mais exigeait une conception structurelle, soigneuse pour absorber le recul. Le cockpit fut une autre innovation. Kelly conçut une cabine spacieuse et confortable, offrant une excellente visibilité. Il comprenait que les pilotes effectueraient de longues missions épuisantes. Le confort n'était pas un luxe, mais une nécessité opérationnelle influant directement sur la performance. La disposition des instruments était intuitive, les commandes ergonomiques, tout était pensé du point de vue du pilote. En janvier 1939, le prototype XP-38 était achevé. Il était impressionnant même immobile dans le hangar. Sa peinture argentée brillait sous les projecteurs, ses lignes étaient futuristes et agressives. On sentait qu'il s'agissait d'un appareil exceptionnel, mais le véritable test aurait lieu en vol. Le premier vol fut prévu pour le 27 janvier 1939. Le pilote d'essai, Ben Kelsey, inspecta l'appareil avec soin avant de grimper dans le cockpit. Kelly était nerveux, mais confiant. Il avait vérifié chaque calcul des milliers de fois. Théoriquement, tout devait fonctionner parfaitement, mais la théorie et la réalité ne s'accordent pas toujours. Les moteurs rugirent un son profond et puissant. Le XP-38 s'engagea sur la piste, accéléra et étonnamment décolla en douceur. Kelly observa depuis le sol, retenant son souffle. Les premières minutes étaient cruciales. Tout défaut fondamental de conception se manifesterait maintenant. Kelsey transmit par radio. L'avion vole comme un rêve. Les commandes répondaient parfaitement. La stabilité était excellente, la vitesse augmentait rapidement. Il fit exécuter au prototype une série de manœuvres virages, montées, piquées. À chaque essai, le P-38 se comporta magnifiquement. Quand Kelsey atterrit après 45 minutes de vol, il souriait largement. « Kelly, lui dit-il, tu as créé quelque chose d'extraordinaire. » Les essais suivants confirmèrent ses paroles. Le P-38 ne se contenta pas de répondre aux spécifications jugées impossibles de l'armée, il les dépassa de façon spectaculaire. Mais un problème demeurait, la guerre approchait plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Alors que le P-38 subissait encore ses essais en 1939, l'Europe sombrait dans le chaos. En septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre. La Luftwaffe allemande démontra rapidement une supériorité aérienne dévastatrice grâce à ses Messerschmitt
Bf-109 et à ses bombardiers coordonnés. La Blitzkrieg, guerre éclair, montra au monde que la puissance aérienne était devenue décisive dans les conflits modernes. Les États-Unis restèrent officiellement neutres, mais les observateurs militaires envoyèrent des rapports alarmants. Les chasseurs américains existants étaient complètement dépassés face aux appareils allemands. Le P-40 Warhawk, meilleur chasseur, en production aux États-Unis, était inférieur au Bf-109 dans presque tous les domaines. Si les États-Unis entraient en guerre, ils seraient gravement désavantagés. L'armée de l'air accéléra donc brutalement le programme P-38. Une commande immédiate de 300 appareils fut passée avant même la fin des essais. C'était un pari calculé. Si des défauts graves étaient découverts, des centaines d'avions deviendraient inutilisables. Mais le temps comptait plus que la prudence. Kelly et son équipe travaillèrent à un rythme frénétique, identifiant et corrigeant les problèmes au fur et à mesure. L'un des plus sérieux concernait la compressibilité lors des piquets à grande vitesse. Le P-38 rencontrait d'étranges effets aérodynamiques proches du mur du son. Les commandes devenaient extrêmement dures, voire se bloquaient complètement. Les pilotes rapportaient des expériences terrifiantes de perte de contrôle. Le problème venait du fait que le P-38 était tout simplement trop rapide pour l'aérodynamique classique de l'époque. En altitude, il atteignait des vitesses où le flux d'air sur les ailes approchait la vitesse du son, créant des ondes de choc qui modifiaient radicalement le comportement. En vol, un phénomène encore mal compris par les ingénieurs. En 1940, Kelly aborda la question avec sa méthode habituelle, test méticuleux et modification progressive. Il redessina les surfaces de contrôle, ajouta des ailerons spéciaux pour améliorer la maniabilité à grande vitesse et modifia le profil des ailes. Ce n'était pas une solution parfaite. Le P-38 conserverait des limites en piqué à très haute vitesse. Mais ces difficultés devinrent gérables grâce à une formation adaptée des pilotes. Un autre défi résidait dans la production industrielle. Le P-38 était plus complexe que les chasseurs conventionnels, davantage de pièces des systèmes plus sophistiqués, nécessitant une précision de fabrication supérieure. Passer de quelques prototypes à plusieurs centaines d'exemplaires par mois représentait un défi colossal d'ingénierie industrielle. Kelly travailla directement avec les responsables d'usines pour rationaliser les processus sans jamais compromettre la performance. En décembre 1941, lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor et que les États-Unis entrèrent officiellement en guerre, seuls quelques P-38 étaient opérationnels. Les premières unités de combat commençaient à peine leur formation. Pendant ce temps, les pilotes américains combattaient avec des P-40 et d'autres appareils inférieurs contre les Japonais, dans le Pacifique, et les Allemands en Afrique du Nord. Les pertes étaient terribles. Les rapports du terrain mentionnaient des héros japonais d'une maniabilité supérieure, abattant les P-40 avec une facilité déconcertante. Les Messerschmitt dominaient le ciel méditerranéen. Les commandants réclamaient désespérément de meilleurs avions. La pression sur Kelly et sur Lockheed était immense. Des soldats mouraient en attendant la Lightning. Kelly accéléra encore la production. Il travailla jusqu'à 18 heures par jour, résolvant les problèmes de fabrication, formant les équipes de maintenance et consultant les pilotes. Il savait que chaque jour de retard coûtait des vies. Le P-38 devait atteindre le front, et lorsqu'il y parviendrait, il devait être dévastateur. Les premiers P-38 Lightning arrivèrent sur le théâtre européen à la fin de 1942. Les pilotes qui les virent pour la première fois furent à la fois impressionnés et sceptiques. L'avion était indéniablement magnifique,
avec ses lignes futuristes et sa finition argentée brillante, mais il était aussi grand pour un chasseur, bien plus que tout ce qu'ils avaient piloté jusque-là. Avait-il sacrifié l'agilité à la vitesse? L'entraînement dissipa vite leurs doutes. Le P-38 était différent de tout ce que les pilotes américains avaient connu. Avec 2 moteurs totalisant 2300 chevaux, l'accélération était brutale. Une vitesse de pointe de 414 miles à l'heure à 25 000 pieds en faisait l'un des chasseurs les plus rapides du monde. Son taux de montée était exceptionnel. Il atteignait 20 000 pieds en moins de 7 minutes. Mais c'étaient ses qualités en combat qui impressionnaient vraiment. Son armement concentré, 4 mitrailleuses de calibre 50 et un canon de 20 mm produisaient une puissance de feu dévastatrice. Parce que toutes les armes étaient situées dans le fuselage central, il n'y avait aucune dispersion. Les projectiles convergeaient en un seul point létal. Une rafale de 2 secondes, tirée par un P-38, pouvait littéralement couper un appareil ennemi en 2. L'autonomie constituait un autre avantage crucial avec les réservoirs pleins. Le P-38 pouvait parcourir plus de 2800 miles, soit plus du double de la plupart des chasseurs. Cela lui permettait d'escorter des bombardiers profondément en territoire ennemi, ce qui était impossible pour les chasseurs monomoteurs. Les équipages de bombardiers apprirent vite à apprécier la vue des Lightning, les protégeant sur les flancs. Le premier combat significatif eut lieu au-dessus de l'Afrique du Nord, en novembre 1942, où des escadrons de P-38 affrontèrent des Messerschmitt Bf-109 et des Focke-Wulf de la Luftwaffe. Les pilotes allemands vétérans aguerris s'attendaient à surclasser facilement ces Américains novices. Ils furent complètement surpris. Les P-38 exploitèrent sans pitié leurs avantages de vitesse et de puissance de feu, attaquant depuis de haut, en piqué, à grande vitesse. Ils tirèrent des rafales dévastatrices, puis s'éloignèrent en accélérant avant que les Allemands ne puissent réagir. Si les Allemands tentaient la poursuite, les Lightnings les repoussaient simplement. Tactique nouvelle, fondée sur les capacités uniques de l'appareil. On signalait des engagements où un P-38 abattait 3 Bf-109 en une seule rencontre, ou détruisait d'un seul tir un bombardier Junkers Ju-88. Les ratios de pertes étaient favorables. Pour chaque Lightning, perdu 2 à 3 appareils allemands étaient abattus. Les pilotes, initialement sceptiques de la conception, devinrent des croyants fervents, et la Luftwaffe développa rapidement un profond respect pour l'appareil bipéné américain, le considérant comme un adversaire redoutable et édictant des consignes tactiques: ne jamais tenter de rivaliser en vitesse ou en montée, éviter les affrontements frontaux et n'attaquer que si l'on dispose d'un avantage numérique ou positionnel significatif. Dans le Pacifique, le P-38 connut un succès encore plus grand contre les agiles mais faiblement armés zéro-japonais. La tactique restait la même: utiliser la supériorité de vitesse et de puissance de feu pour éviter les combats de longues manœuvres. L'autonomie étendue se révéla particulièrement précieuse sur les vastes distances océaniques. Les Lightnings purent escorter des bombardiers sur des centaines de miles. Mais l'épreuve la plus déterminante pour le P-38 survint lors d'une des missions les plus audacieuses et cruciales de la guerre. En avril 1943, les services de renseignement américains interceptèrent et déchiffrèrent un message japonais révélant un fait extraordinaire. L'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de l'attaque de Pearl Harbor et commandant suprême de la marine impériale, devait effectuer une tournée d'inspection dans le sud du Pacifique. Le message détaillait son itinéraire complet, avec les heures exactes d'arrivée et de départ. Yamamoto n'était pas seulement un officier,
Il était le stratège des premières victoires japonaises, et sa mort porterait un coup dévastateur au moral et à la capacité de commandement du Japon. Le problème critique était la distance. Yamamoto se trouverait à Bougainville, en zone fortement tenue par les Japonais, à plus de 400 miles de la base américaine la plus proche, à Guadalcanal. Aucun chasseur américain n'avait l'autonomie nécessaire pour effectuer la mission, sauf un le P-38 Lightning, équipé de réservoirs auxiliaires, pouvait théoriquement effectuer l'aller-retour, mais ce serait une mission à la limite extrême de son rayon d'action. Toute diversion ou combat prolongé laisserait les pilotes sans carburant pour le retour. La mission fut approuvée au plus haut niveau. Le président Roosevelt lui-même l'autorisa personnellement. Désignée Opération Vengeance, elle sélectionna 16 P-38 du 339th Fighter Squadron. Le plan volait extrêmement bas au-dessus de l'océan pour échapper aux radars japonais, intercepter exactement l'avion de Yamamoto à l'heure prévue, l'abattre puis rentrer, avant que des chasseurs japonais ne puissent intervenir. Le risque était colossal. La navigation devait être parfaite sur plus de 400 miles d'océan. En utilisant que compas et chronomètre, une erreur de quelques degrés suffisait pour rater la cible, et l'approche devait être minutieusement synchronisée, le tout en volant à seulement 50 pieds au-dessus des vagues pour éviter d'être détecté. Le matin du 18 avril 1943, 16 P-38 Lightnings décollèrent de Henderson Field sur Guadalcanal. Chacun portait des réservoirs de carburant auxiliaires sous les ailes, leur donnant l'autonomie nécessaire, mais réduisant leur agilité. Les pilotes volaient dans un silence radio absolu, en formation serrée, à quelques mètres seulement au-dessus des vagues. La navigation était confiée au lieutenant Rex Barber qui s'appuyait sur des calculs minutieux et des ajustements constants de cap. Pendant 2 heures, les P-38 rugirent au-dessus de l'océan, projetant des gerbes d'eau salée depuis leurs hélices. Certains pilotes rapportèrent plus tard avoir vu des requins nager sous eux, exactement à l'heure prévue, 9h35, comme l'avaient indiqué les calculs. Les pilotes aperçurent alors 2 bombardiers Mitsubishi Betty, escortés de 6 chasseurs, exactement comme le renseignement l'avait prévu. Yamamoto se trouvait dans l'un des Betty. Les réservoirs auxiliaires furent immédiatement largués. 4 P-38 montèrent pour intercepter les zéros, tandis que les autres piquaient sur les bombardiers. Ce qui suivit fut un combat aérien frénétique et brutal. Les zéros tentèrent désespérément de défendre les bombardiers, mais les P-38 étaient non plus rapides et les pilotes américains déterminés. Le lieutenant Rex Barber se plaça derrière l'un des Betty et ouvrit le feu son canon de 20 millilitres et ses mitrailleuses lacérèrent le fuselage de l'appareil. Le bombardier transportant Yamamoto tenta de s'échapper en volant à ras de la jungle. Barber le poursuivit sans relâche, tirant rafale après rafale. L'appareil commença à fumer, puis prit feu et s'écrasa dans la forêt, explosant à l'impact. L'amiral Isoroku Yamamoto mourut sur le coup. La mission la plus importante du P-38 venait d'être exécutée avec une précision mortelle. Après l'opération Vengeance, le P-38 Lightning consolida sa réputation comme l'un des chasseurs les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce furent ces opérations quotidiennes en Europe qui démontrèrent pleinement la polyvalence et les capacités de la conception de Kelly Johnson. Dans le théâtre européen, le P-38 trouva sa mission principale, l'escorte à longue portée. Les formations de bombardiers B-17, Flying Fortress, et B-24 Liberator pénétrèrent profondément en Allemagne, frappant usines, raffineries
et infrastructures, des missions extrêmement périlleuses. Sans escorte, les bombardiers étaient massacrés par les chasseurs allemands. La Luftwaffe avait développé des tactiques spécifiques pour détruire ces formations de bombardiers lourds. L'arrivée du P-38, avec son exceptionnelle autonomie, changea radicalement la donne. Pour la première fois, les bombardiers bénéficiaient d'une protection de chasseurs durant toute leur mission. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes avant l'introduction du P-38 comme escorte à longue distance. Le taux de perte des bombardiers lors des missions profondes dépassait souvent 10%, un rythme insoutenable. Avec l'escorte des Lightnings, les pertes chutèrent à 2 à 3%. Chaque P-38 en vol signifiait des dizaines d'équipages de bombardiers sauvés. Les pilotes de P-38 développèrent des tactiques sophistiquées, adaptées à leurs caractéristiques uniques. L'une d'elles appelée « boom and zoom » consistait à plonger depuis une grande altitude à très haute vitesse, à tirer une rafale dévastatrice, puis à replonger et reprendre de l'altitude avant que l'ennemi puisse réagir. La vitesse supérieure du P-38 rendait cette tactique extrêmement efficace. Les chasseurs allemands ne pouvaient tout simplement pas suivre. Une autre tactique exploitait son armement centralisé dans le combat frontal, généralement jugé suicidaire. Le P-38 possédait un avantage décisif. Ses armes convergeaient parfaitement vers le centre, tandis que celles des chasseurs allemands montés dans les ailes étaient plus dispersées. Les pilotes expérimentés de Lightning pouvaient abattre un adversaire en un seul passage frontal, ce qui aurait été fatal pour tout autre avion. L'hiver européen de 1943-1944 apporta de nouveaux défis. Les températures extrêmement basses, en haute altitude, posaient problème aux moteurs. À l'Isson-l'huile gelait, les radiateurs se fissuraient et les moteurs tombaient en panne. Kelly Johnson, toujours à la tête des modifications depuis la Californie, travailla frénétiquement pour trouver des solutions. De nouveaux systèmes de chauffage furent développés, des fluides spéciaux, résistance au froid formulés, et les procédures d'exploitation révisées. Des as américains commencèrent à émerger. Richard Bong, le plus grand as de la guerre, avec 40 victoires, vola exclusivement sur P-38. Thomas Maguire, deuxième, avec 38 victoires également. Tous deux opéraient dans le Pacifique, où le Lightning brillait face aux Japonais. Dans ce théâtre, le P-38 était virtuellement invincible lorsqu'il était utilisé correctement. Sa vitesse supérieure lui permettait de choisir le moment d'engager le combat ou de se retirer. Les Zéros et autres chasseurs japonais étaient plus maniables à basse vitesse, mais à haute vitesse, ils étaient totalement dépassés. Les pilotes américains apprirent à ne jamais tenter les manœuvres lentes. Il fallait toujours exploiter la vitesse et l'énergie. La polyvalence du P-38 était remarquable. En plus de ses rôles de chasseur et d'escorte, il fut utilisé comme chasseur bombardier, capable d'emporter jusqu'à 3200 livres de bombes. Des versions de reconnaissance photographique non armées, mais équipées de caméras, pénétraient profondément en territoire ennemi pour photographier des cibles stratégiques. Certaines variantes furent même adaptées en chasseurs de nuit. La conception fondamentale de Kelly était si solide qu'elle permettait des modifications étendues sans compromettre les performances. En juin 1944, lorsque les forces alliées débarquèrent en Normandie le jour J, les P-38 furent parmi les premiers avions au-dessus des plages. Ils fournirent une couverture aérienne rapprochée pour les troupes au sol, attaquèrent les fortifications allemandes et affrontèrent les chasseurs de la Luftwaffe, assez téméraires pour se montrer. Dans le ciel de France, la silhouette caractéristique à double dérive devint un symbole de libération.
Mais peut-être le plus grand hommage au P-38 vint de ses ennemis. Les pilotes allemands capturés le classaient systématiquement parmi les chasseurs alliés les plus redoutés. Ils respectaient sa vitesse, sa puissance de feu et sa polyvalence. Lors des interrogatoires, plusieurs vétérans de la Luftwaffe déclarèrent « Le P-38 était un adversaire que nous n'avons jamais sous-estimé. Il était rapide mortel et piloté par des Américains qui savaient parfaitement exploiter ses avantages. » Kelly Johnson parlait rarement de son rôle dans la création du Lightning. Pour lui, ce n'était qu'un travail, résoudre des problèmes techniques, améliorer les conceptions, soutenir les pilotes qui risquaient leur vie. Mais à mesure que la guerre avançait, il devint évident que son avion impossible changeait le cours du conflit. À la fin de la guerre en Europe, en 1945, plus de 10 000 P-38 Lightning avaient été produits. L'appareil avait volé sur tous les théâtres d'opération du froid glacial, de l'Alaska à la chaleur étouffante du Pacifique Sud. Il avait abattu plus d'avions ennemis que tout autre chasseur américain dans le Pacifique, escorté d'innombrables bombardiers jusqu'à leur base et sauvé littéralement des milliers de vies. Mais pour Kelly Johnson, le P-38 n'était qu'un commencement. L'expérience d'avoir conçu et perfectionné le Lightning sous une pression extrême lui avait appris des leçons inestimables, que les conceptions radicales et non conventionnelles pouvaient réussir si elles reposaient sur des principes d'ingénierie solides, que le travail en petites équipes ciblées sans bureaucratie excessive produisait les meilleurs résultats, que la simplicité et l'efficacité valaient mieux que la complexité décorative. En 1943, alors que le P-38 faisait ses preuves au combat, Kelly travaillait déjà sur quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Lockheed avait été choisi pour développer le premier chasseur à réaction américain. Kelly prit la tête du projet, appliquant les enseignements tirés du Lightning. Il rassembla une petite équipe d'ingénieurs d'exception, les isola dans un atelier séparé, loin de la bureaucratie de l'entreprise, et leur donna une liberté totale d'innovation. Le résultat fut le P-80 Shooting Star, développé en seulement 143 jours, un record extraordinaire. L'appareil vola quelques jours avant la fin de la guerre en Europe, trop tard pour participer au combat. Mais il établit les États-Unis comme leader de la technologie aéronautique à réaction. La méthode de développement petite équipe autonomie, maximale concentration sur les résultats pratiques devint un modèle pour les projets futurs. Kelly formalisa cette approche en créant ce qui allait devenir le légendaire Skunk Works, une division spéciale de Lockheed dédiée aux projets avancés et secrets. Le nom venait d'une bande dessinée humoristique, mais le concept lui était très sérieux. Skunk Works fonctionnait en dehors des structures traditionnelles, avec un minimum de supervision et une liberté créative maximale, à l'opposé des grandes organisations industrielles. Les principes de fonctionnement de Kelly, simples mais révolutionnaires, étaient petites équipes de personnes exceptionnelles. Autorité directe du chef de projet sur tous les aspects. Documentation et bureaucratie minimale. Proximité physique entre ingénieurs ouvriers et pilotes d'essais. Itération rapide fondée sur les essais réels plutôt que sur les analyses théoriques prolongées. C'était en essence la même méthode qu'il avait utilisée pour développer le P-38. Désormais codifiée, elle allait au fil des décennies donner naissance à certains des avions les plus emblématiques et les plus avancés de l'histoire. Le U-2 avion espion volant à plus de 70 000 pieds d'altitude. Le B-71 Blackbird toujours. L'avion piloté le plus rapide jamais construit, capable de Mach 3.3. Le F-117 Nighthawk premier avion, furtif opérationnel.
chacun de ces appareils repoussa les limites du possible. Kelly Johnson reçut de nombreuses distinctions, la médaille nationale des sciences, 2 trophées, colliers, et la Silver Medal Albert Reed de l'Institut des sciences aéronautiques. Il fut intronisé au National Aviation Hall of Fame. Mais lorsqu'on l'interrogeait sur ses réalisations, Kelly rejetait systématiquement les éloges vers ses équipes. « Je ne fais que lever les obstacles, disait-il. Ce sont les gens talentueux qui font le vrai travail. » Ceux qui avaient travaillé avec lui savaient pourtant la vérité. Son génie ne résidait pas seulement dans la conception technique, mais dans sa capacité à créer des environnements où l'innovation pouvait s'épanouir. Il protégeait ses équipes des luttes politiques internes, se battait pour qu'elles obtiennent les ressources nécessaires, prenait des décisions rapidement et toujours se concentrait sur les résultats concrets, plutôt que sur l'élégance théorique. Le petit garçon du Michigan, qui rêvait d'Hale, était devenu l'un des plus grands innovateurs aéronautiques de l'histoire. Kelly Johnson prit sa retraite de Lockheed en 1975, après 42 ans, passés à transformer l'aviation. Il avait 65 ans, un âge où la plupart ralentissent. Mais Kelly lui avait déjà vécu plusieurs vies d'accomplissement. Plus de 40 avions portaient son nom comme concepteur principal ou contributeur essentiel. Ses créations avaient volé plus haut, plus vite et plus loin que tout ce que la génération précédente aurait pu imaginer. Mais l'héritage de Kelly dépassait les avions eux-mêmes. Il avait fondamentalement changé la manière d'aborder les projets d'ingénierie complexes. La méthode Skunk Works qu'il avait inventée devint un modèle, étudié dans les écoles de commerce et d'ingénierie du monde entier. Les grandes entreprises cherchaient à reproduire ces principes petites, équipes autonomie, itération rapide, concentration sur les résultats. Le P-38 Lightning, là où tout avait commencé, devint une icône du design aéronautique. Des décennies après la guerre, des passionnés restaurèrent patiemment des Lightnings. Certains exemplaires volants apparurent dans des meetings aériens, leur bruit distinctif de double moteur, suffisant encore à faire lever le foule. Les musées les exposaient fièrement, reconnaissant leur rôle crucial dans la victoire alliée. Les pilotes, qui avaient combattu à bord du P-38, fondèrent des associations d'anciens, se réunissant chaque année pour partager leurs souvenirs. Beaucoup attribuaient leur survie à cet avion, sa vitesse, leur ayant permis d'échapper à des situations désespérées, son autonomie les ramenant à la base avec un moteur, détruit sa puissance de feu, les sauvant dans des combats aériens acharnés. Pour eux, le P-38 n'était pas une machine, c'était un frère d'armes. Kelly assistait rarement à ces réunions. Profondément modeste, il se sentait mal à l'aise face à l'attention. Quand il s'y rendait, les pilotes se pressaient autour de lui pour serrer la main de l'homme qui avait créé l'avion qu'ils aimaient tant. Il écoutait leurs récits avec une attention sincère, posant des questions techniques sur les performances dans certaines conditions. Même à la retraite, Kelly restait ingénieur dans l'âme. Dans ses dernières interviews, il réfléchissait à l'ironie de sa carrière, rejetée par l'armée de l'air, à cause de ses problèmes de vue, un refus qui dévastateur, à l'époque, l'avait forcé à emprunter un autre chemin. Si j'avais été accepté comme pilote, disait-il, j'aurais sans doute eu une carrière honorable, mais sans éclat. Ce rejet m'a conduit sur la voie où mes véritables capacités ont pu s'exprimer. Parfois, ce qui semble être notre plus grande défaite est en réalité la redirection nécessaire vers notre plus grand triomphe. Si j'étais devenu pilote comme prévu, je n'aurais jamais conçu le P-38 ni créé le Skunk Works. Des milliers d'avions n'auraient jamais existé. C'était, disait-il, une leçon d'acceptation quand la vie change nos plans.
Kelly Johnson s'éteignit en 1990, à l'âge de 80 ans. Les journaux du monde entier publièrent des nécrologies célébrant ses réalisations. Lockheed mit ses drapeaux en berne. La NASA et l'US Air Force rendirent hommage à ses contributions. Mais le témoignage le plus émouvant vint d'un ancien pilote de P-38, sous forme d'une lettre publiée dans un journal aéronautique. Kelly nous a donné des ailes quand nous en avions le plus besoin. Il nous a donné la vitesse quand nous étions poursuivis. Il nous a donné la puissance de feu quand nous étions désespérés. Il nous a ramenés chez nous quand nous pensions ne jamais revenir. Nous qui avons volé sur ces avions devons nos vies à un homme qui n'a jamais pu voler avec nous, mais qui nous a offert le ciel. Merci, Kelly. Tu as sauvé des milliers d'entre nous. Le garçon qui rêvait d'ailes avait donné des ailes au monde, et ces ailes avaient changé l'histoire à jamais.